Le 23 juin 1991, Guylaine Marchal est assassinée à sa maison La Chamade dans les Alpes-Maritimes. C'est le début de la très médiatique affaire Omar Haddad. Un homme mène alors l'enquête. Ancien gendarme à Céreste, Georges Sancy est convaincu de la culpabilité de l'accusé. Pourquoi? Réponse maintenant avec l'intéressé, réponse aussi dans ce livre, Omar l'a tué sans la fameuse faute d'orthographe, ouvrage signé du capitaine Georges Sancy. Georges Sancy qui est l'invité de la rédaction TLP Luberon. Georges Sancy, bonjour. Monsieur Gallo, bonjour. Avant d'évoquer bien cette affaire Omar Haddad, on va parler de souvenirs pour un petit peu vous replacer vis-à-vis de celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous étiez donc gendarme à Céreste. Quel souvenir, Georges Sancy, gardez-vous de cette commune? Alors Georges Sancy et toute sa famille gardent un excellent souvenir du canton de Rayanne et surtout de Céreste où j'avais beaucoup d'amis et où j'ai toujours beaucoup d'amis. Et ce qui me fait plaisir chaque fois que je reviens ici, voyez-vous, c'est que des gens changent de trottoir pour venir me saluer, m'appellent par mon prénom. Et ça, j'y suis très sensible. Je trouve qu'ici, il y a des gens remarquables, des gens sains, que je revois toujours avec un grand plaisir. Georges Sancy, comment avez-vous été amené à travailler dans les Alpes-Maritimes? Mais lorsque j'étais à Céreste, donc j'étais à Céreste de 71 à 79, donc c'est ici que j'ai préparé mon examen d'officier de police judiciaire. Et bien sûr, la suite logique pour quelqu'un qui veut avancer, qui veut aller de l'avant, c'est de passer au grade supérieur. Donc j'ai été promu comme maréchal des logis chef à l'époque, et je suis parti dans les Alpes-Maritimes commander une brigade territoriale. Bon, il s'avère qu'au cours de ma carrière, dans cette brigade-là, à la frontière italienne, j'avais des résultats avec mes hommes assez éloquents en matière de PJ, ce qui m'intéressait particulièrement. Et j'ai ensuite commandé la brigade de recherche de Menton. Puis, lorsque je suis passé adjudant-chef et major, j'ai commandé tout naturellement la brigade des recherches de Cannes. Et c'est là, à Mougins, que j'ai connu cette affaire Marchal, parce qu'en 1991, je commandais effectivement la brigade des recherches de Cannes. Oui, Georges Sancy, le 23 juin 1991, Guylaine Marchal est assassinée à Mougins. Vous dirigez, je crois, en collaboration avec Patrice Gervais, l'enquête. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Oui, c'est vrai que rien ne me prédestinait à écrire un livre. Je suis un écrivain de circonstances, mais j'estime que j'avais beaucoup de choses à dire. Vous savez, lorsque pendant pratiquement 11 ans, vous entendez toujours la même rengaine diffusée à satiété par ce que j'appelle des terroristes intellectuels, des manipulateurs d'opinion qui vous rabâchent que l'enquête était bâclée, mal ficelée, tronquée, truquée, enfin je vous passe tous les qualificatifs, vous commencez par être un petit peu excédé. C'était en quelque sorte l'enquête que j'avais dirigée qui était montrée du doigt. Donc je laisse l'occasion à ceux qui vont lire ce livre, ils sont nombreux à l'avoir déjà acheté, de se faire une opinion si l'enquête était réellement bâclée, truquée, tronquée, si l'instruction, l'information judiciaire a été faite uniquement à charge ou à charge et à décharge, comme le sont toutes les instructions qui sont faites dans ce beau pays de France, qui est jusqu'à preuve du contraire un pays de droit. Vous avez une phrase, Georges Sancy, à peu près ça. Quand les autres parlent, les gendarmes travaillent et se taisent. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Pendant que les avocats pérorent, moi j'avais la prétention de travailler. Vous savez, un enquêteur, quel qu'il soit, et dans n'importe quel dossier, se forge des convictions. Et se forge des convictions tout au long de ses investigations. Hein. Il en va dans ce dossier, comme dans toutes les affaires criminelles, parce que j'ai effectivement dirigé de nombreuses affaires criminelles au cours de ma carrière, parce qu'après Cannes, je suis parti à Lyon, je suis parti à Nîmes, j'étais toujours officier ensuite en section de recherche, donc j'ai dirigé de nombreux dossiers criminels. Et on se forge une conviction. Et lorsque j'ai remis le dossier au juge d'instruction, je me souviens, c'était en avril, je crois, 1992, au juge Renard, j'avais effectivement la conviction profonde qu'Omar Haddad était le meurtrier de Mme Marchal. Aujourd'hui, 11 ans après, je le suis encore davantage. Vous savez, j'ai discuté avec de nombreux magistrats qui ont lu le dossier, qui ont lu ce bouquin, qui est le reflet du dossier. Hein. Il n'y en a aucun qui doute. Aucun ne doute. Et, si vous permettez, M. Gallo, permettez-moi de vous dire que la conviction d'un directeur d'enquête, d'un gendarme ou d'un policier, quel qu'il soit, dont la mission principale est de rechercher la vérité judiciaire, vaut
mille fois celle d'un avocat, surtout lorsque ces thèses sont à géométrie variable. On va reparler de tout ça et du portrait que vous faites de Maître Vergès, puisque c'est lui qui est visé. Avant de rentrer... Il n'y a pas que Vergès qui est visé. Ce qui était avant ne valait pas mieux. Georges Sancy, on va brièvement rappeler les faits de cette affaire Omar Haddad. Donc le 23 juin 1991, Guylaine Marchal est assassiné. Il y a cette fameuse inscription Omar m'a tué. Rappelez-nous un petit peu pour que les gens puissent y voir clair ou avoir les souvenirs comme ça qui remontent de ce qu'ils ont entendu, notamment à la télévision, ce qui s'est passé. Alors il y a un monde entre ce qui a été entendu à la télévision, ce qui a été lu sur les journaux et le dossier judiciaire, par conséquent ce qu'il y a dans mon livre. Parce que voyez-vous, entre ce qui est dit à la télévision, ce qui est écrit dans les journaux et le dossier judiciaire, c'est sans commune mesure. C'est sans commune mesure. Vous avez à l'intérieur de ce livre, il faut savoir le lire ce livre-là. C'est bien évident que c'est un dossier judiciaire. Je vais permettre au lecteur de se mettre à ma place lorsque j'ai dirigé l'enquête, un petit peu à la place du juge d'instruction lorsqu'il a dirigé son dossier, et le lecteur va découvrir des éléments qu'il n'a jamais entendus ou lus auparavant. On n'a pas l'impression, c'est pas lourd comme écriture, hein. Ça se lit très facilement. Non mais ça se lit très facilement. On est attiré comme ça, on a envie de tourner les pages les unes après les autres pour savoir. C'est pas un roman policier, attention. Hein. Alors, toutes les personnes qui sont citées existent. Ça va de Jacques Vergès, qu'on ne présente plus, au dernier des témoins qui ont été entendus. Alors on va revenir sur cette personnalité de Maître Vergès qu'on ne présente plus. C'est donc le personnage qui a fait en sorte que les feux médiatiques viennent sur l'enquête Omar Haddad. Alors vous n'êtes jamais tendre avec celui-ci. J'ai aucune raison d'être tendre avec ce genre. Vous dites même Georges Sancy qu'il n'a pas fait son travail. Et vous dites aussi, vous écrivez aussi, il y a 2 phrases qui ont marqué l'affaire Omar Haddad. La fameuse inscription Omar m'a tué. Et puis la phrase qu'a eue Maître Vergès. Il y a 100 ans, on condamnait un officier parce qu'il était juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il est maghrébin. Et vous dites même qu'il était là simplement, voire seulement pour dire cette phrase-là. Je pense que tout cela a été préparé. On peut être brillant sur des plateaux de télé, on peut être brillant dans des salles de pas perdus lorsque se tendent les micros et les caméras. Ce n'est pas mon cas. Je préfère être brillant, moi, dans les prétoires, lorsque je suis à la barre d'une cour d'assises ou d'un tribunal, pour exposer les raisons qui ont fait que j'ai dirigé tel ou tel dossier. Et effectivement, Vergès, autant il est brillant et convaincant dans les salles de pas perdus lorsqu'il y a les journalistes ou lorsqu'il y a tout ce monde autour de lui, autant dans le prétoire, il était particulièrement, je dirais, nul. Ce n'est pas un mot fort. Je vais vous donner un exemple. Et un exemple est la preuve que ce monsieur ne connaît pas le dossier. Je crois qu'aujourd'hui, 11 ans après, il ne le connaît pas plus qu'il ne le connaissait lorsqu'il a pris en main le dossier juste avant le procès. Figurez-vous là vous n'y étiez pas, mais en pleine audience, le tribunal, la cour d'assises à Nice, ce monsieur, cet avocat si vous voulez, s'est permis d'accuser nommément une personne du meurtre de Madame Marchal, prouvant, de par ses écritures qu'il avait dû obtenir par je ne sais quel moyen, qu'il était bien l'auteur du meurtre, etc., etc. Alors, ce qui est un petit peu étrange et amusant, tout cela après m'amuse, c'est que voilà quelqu'un qui accuse une personne d'avoir tué Mme Marchal, et il ne le cite même pas à comparaître devant la cour d'assises. Je trouve ça un peu fort. Vous ne trouvez pas ? Vous avez l'impression, Georges Sancy, que pour Maître Vergès, ça a été un prétexte de plus pour afficher son visage dans la lucarne des médias? Oui, vous savez, il a une SCP à faire tourner. Et puis tant qu'on peut bouffer de l'institutionnel, on bouffe de l'institutionnel. Vous savez très bien que, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai écrit le bouquin, et je n'ai pas pu l'écrire avant, c'est que tant les juges, que ce soit le président de la cour d'assises, que ce soit le juge d'instruction, que ce soit moi en tant qu'officier de police judiciaire, de gendarmerie ou de police, c'est pareil, on est soumis à des devoirs de réserve, à des obligations de discrétion, au respect du secret de l'enquête, du respect du secret de l'instruction. Un mot, on n'a qu'un droit, c'est celui d'écrire, de travailler et effectivement de donner les moyens à la justice de se prononcer par écrit, bien sûr, mais on ne peut rien dire. Et pendant ce temps-là, vous avez une autre catégorie
qui entrent dans le procès pénal, c'est-à-dire les avocats. D'ailleurs, vous les voyez à la télévision tous les jours. Vous ne voyez jamais un policier ou un magistrat s'exprimer, ou très rarement, vous ne voyez que les avocats, qui vous font passer les thèses les plus débiles les unes que les autres. Vous comprenez? Et à partir de là, ils ont fait passer effectivement les thèses qu'ils voulaient. Seulement les thèses, toutes ces thèses, tous ces rebondissements bidons, si vous voulez, je peux les évoquer très rapidement, mais enfin, je pense que c'est un peu inutile. Il y en a tellement eu. Chaque fois qu'une thèse était avancée par l'avocat de la défense, il est bien évident que les magistrats, la justice, ça faisait faire une enquête, hein, ou par les gendarmes ou par les policiers, et chaque fois, ça retombait comme une mauvaise omelette, quoi. On va revenir sur tout ceci, Georges Sancy. Les premiers chapitres de votre livre relatent les faits, puis vient le descriptif de l'enquête judiciaire elle-même. Longue, précise, argumentée, presque mathématique. C'est une réponse, Georges Sancy, à ceux et celles qui n'ont pas hésité à qualifier les investigations de ratées avec, soi-disant, des aveux estorqués, des témoins non entendus? Oui, tout à fait, oui. Mais je suis toujours rigoureux. En matière de police judiciaire, il faut être rigoureux. On n'envoie pas quelqu'un 15 ans, 18 ans ou à perpète, comme ça m'est déjà arrivé, sans être rigoureux. On ne triche pas avec le devenir d'un être humain. Qu'il soit maghrébin, qu'il soit français, qu'il soit jaune ou qu'il soit rouge. Il faut de la rigueur. Si j'ai la conviction qu'il est coupable, c'est que j'ai la conviction qu'il est coupable. Mais ce n'est pas pour me regarder le nombril tous les matins de dire ça. S'il est coupable, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier, donc dans ce livre, qui prouvent la culpabilité d'Omar Haddad. Si vous n'avez jamais, enfin si vous ne savez pas comme moi la façon, la méthode avec laquelle on mène une enquête, je vous invite à porter votre regard sur ce livre. J'ai été surpris petit à petit, comme ça, comme les éléments remontent, comme les déductions se font. On ne fait pas de plan sur la comète. Là, le moindre détail est important, c'est surprenant. Justement. Mais si vous permettez, M. Gallo, ce dossier était un dossier complexe. C'est le mystère un petit peu de la chambre jaune. Je vais vous expliquer après pourquoi ça a pris une telle ampleur. Mais j'ai eu l'occasion de diriger des dossiers à Cannes ou à Lyon, etc., des dossiers criminels, mais 1000 fois plus compliqués. 1000 fois plus compliqués, sans que pour cela, les médias s'emparent de cette affaire-là. Vous comprenez? Pour moi, ce n'est pas une affaire plus compliquée que les autres. Bon, elle est complexe, effectivement. Il faut être bien dans sa tête lorsqu'on dirige un dossier comme ça. Mais pourquoi a-t-elle pris une telle ampleur? Vous avez dit tout à l'heure, ça s'est passé sur la Côte d'Azur. Effectivement, nous sommes à Mougins, nous sommes dans la baie de Cannes, nous sommes dans une maison d'une richissime personne. On la présente comme la riche héritière des accessoires Marshall, ce qui est complètement faux. Tous les ingrédients sont réunis. Il y a le mystère de la chambre jaune, cette personne qui se retrouve dans une pièce sans possibilité d'en sortir. Il y a Omar Haddad qui crie son innocence, qui n'a pas le visage de Brutus. Ça, c'est bon. Ça, le duo d'Imat va pouvoir s'emparer de cette affaire-là. Et on se moque de salir des gens. On a donné à manger aux chiens, en quelque sorte. Je veux bien vous croire. Justement, dans la méthode, dans l'avancement de l'enquête, à un moment donné, Georges Sancy, avec vos collaborateurs, vous allez petit à petit vous immerger dans ce crime. Vous allez descendre plusieurs fois dans cette cave. Vous allez presque méditer. Oui, jouer le rôle de ce huis clos dramatique. Ça, c'est surprenant. Avec vous, dans le livre, on rentre comme ça petit à petit. Et, il est bien écrit ce livre, finalement. Oui, très, très bien écrit. Non, mais c'est voulu comme ça de prendre la place du meurtrier et de sa victime. Un directeur d'enquête dans une affaire criminelle doit, je vous dis, rendre compte à l'autorité judiciaire des actes de police judiciaire qu'il effectue et se poser de nombreuses questions comme comment cette femme a pu se retrouver dans cette cave, pourquoi cette femme était habillée de telle façon, quelles sont l'interprétation de toutes les traces qu'il y avait dans cette cave, comment a-t-elle pu mettre en place tout le système de blocage intérieur, où se trouvait le chevron, où se trouvait le tuyau, comment a-t-elle écrit le premier message, comment a-t-elle barricadé, pourquoi a-t-elle éteint, a-t-elle fermé, y voyait-on pas.
C'est pas, des c'est jours, pas comme des jours ça. et des Quand heures. on écrit un roman, on met tous ces ingrédients les uns à côté des autres et ensuite, bon, on écrit un roman, une fiction. Là, c'est tout le contraire. Une fois que vous avez écrit le bouquin comme ça, vous pouvez faire un roman. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on n'a pas les ingrédients. Ces ingrédients, ils viennent au fur et à mesure. Et effectivement, je vous parle à un certain moment de méditation avec Patrice Gervais, qui est un enquêteur remarquable. C'est un des meilleurs gendarmes que j'ai eu à commander et qui m'est assisté dans des dossiers criminels. Effectivement, a dit comment cette femme a-t-elle fait pour venir mourir à cet endroit. On a toujours tenu compte, attention, ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas pour se faire plaisir qu'on a écrit ce qu'on a écrit. On a écrit ça en fonction des traces, des preuves qu'il y avait dans cette cave. On vous sent à chaque phrase, chaque mot, douter. On vous sent... Il faut se remettre en question. Vous n'affirmez rien. À chaque fois, vous n'affirmez rien. Vous donnez même la démarche, toutes les questions que vous posez, des nuits comme ça à réfléchir, sans réponse. Vous remettez ça sur le papier, vous allez chercher vos notes. Ce sont mes longues nuits blanches de dossiers criminels, comme à chaque fois. Puis ma femme serait là, elle ne pourrait pas me démentir. Et effectivement, je pose beaucoup de questions par écrit, sur de grandes feuilles de papier, et je réponds à toutes ces questions. Et au fur et à mesure, j'élimine et je dis pourquoi j'élimine. C'est-à-dire que une question, il y a plusieurs ouvertures. Chaque fois, il y a plusieurs ouvertures et il faut répondre à toutes ces questions. C'est pour ça que les avocats péroraient, parce qu'ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Et je peux vous dire qu'11 ans après, ils n'en ont pas plus qu'avant. Georges, c'est aussi étonnante aussi par rapport à celle tracée par les médias, la description que vous faites dans votre livre d'Omar Haddad, mensonge, jeu, prostituée, il parle le français alors qu'il affirme ne pas le comprendre. Ah, c'est un homme malin. J'ai un procureur qui m'a dit un jour, M. Sancy, si un jour vous voulez traverser le désert, prenez Omar Haddad, vous verrez, vous arriverez à rien. Très malin, garçon très malin, très sûr de lui, très fin. Il parle notamment depuis peu, enfin, bon, il reprend un petit peu les arguments de Vergès. Bon, il n'a pas raison, mais enfin, bon, c'est comme ça. Il dit qu'il a été entendu sans interprète, ce qui est vrai, parce qu'il n'a jamais demandé d'interprète. Et il n'avait nul besoin d'interprète. Il est bien évident qu'un gendarme ou un policier, quel qu'il soit, dans n'importe quelle enquête, que ce soit criminelle ou correctionnelle, lorsque le besoin d'un interprète s'en fait sentir, il est bien évident que nous requérons un interprète. Vous savez, hier j'étais en audience parce que je suis délégué du procureur sur Avignon, et je recevais en audience un prévenu de vol qui parlait très très mal le français. Que pensez-vous que j'ai fait? J'ai requis un interprète. On ne peut pas travailler sans interprète si quelqu'un ne comprend pas suffisamment le français. Comment aurions-nous fait avec ce monsieur Haddad pour dactylographier plusieurs officiers de police judiciaire différents, 12 pages de procès-verbaux d'un procès-verbal d'audition? Je ne dis pas 3 pages, comme Maître Vergès le dit, il y a 12 pages. Comment se fait-il que lorsque nous avons présenté Omar Haddad à la juge d'instruction, Mme Arfinengo, elle n'ait pas pris d'interprète non plus? C'est quand même aberrant. Comment se fait-il que les premières expertises, vous savez qu'en matière criminelle, il y a des expertises obligatoires, les experts n'aient pas eu besoin de l'interprète? Ce n'est qu'après, lorsque ça a commencé à faire un petit peu de foin, que le juge d'instruction a préféré donner un interprète aux experts. Et tout cela, j'appelle ça de la foutaise, quoi. C'est se moquer du monde. Ce n'est pas du tout l'impression par rapport à la personnalité d'Omar Haddad que celui-ci donne au travers des médias. On a nettement l'impression d'une victime. Il joue le rôle de la victime. Oui, il a déjà oublié son meurtre depuis très longtemps, vous savez. Très longtemps. La victime, c'est une drôle de victime. Si effectivement vous lisez mon livre, je démontre quelques petites scènes qui sont assez juteuses, hein, notamment avec la prostituée, où on voit un homme violent qui a des pics de colère. Des pics de colère qui retombent immédiatement comme si rien ne s'était passé. Ensuite, il est d'un calme olympien. Je dénonce également, si vous avez lu le livre, une scène qui s'est passée à la maison d'arrêt. Je ne sais plus si c'est à Grasse ou à Nice, je crois que c'est à Grasse, ou parce qu'on lui refusait le parloir pour une raison X que j'ignore. Il a fallu je ne sais combien de gardiens pour le maîtriser. Une fois qu'il a été maîtrisé, ça a été l'encéphalogramme plat. Drôle de personnage. Omar Haddad. Georges Sancy. Saint-Omar, je dirais. Vous allez jusque-là? Ah, pour moi, c'est un saint. Enfin, pour l'opinion publique, c'est un saint. Pour moi, c'est un meurtrier. On a longtemps évoqué, toujours dans cette sorte de battage médiatique, l'hypothèse d'un maquillage du meurtre.
Quels sont les éléments qui vous ont fait écarter cette piste? Comment vous voulez dire maquillage? On a dit que c'était peut-être quelqu'un qui avait Ah oui, oui. Ce n'était pas la victime qui avait... C'est pas moi qui ai écarté. Mon rôle n'est pas d'écarter. La mise en scène. D'ailleurs, je m'en exprime longuement dans mon rapport de synthèse que j'ai rédigé pour le juge d'instruction. Un rapport de synthèse qui faisait pratiquement 60 pages. 60 pages pour résumer les actes d'enquête. La mise en scène a été écartée tout à fait logiquement par le juge d'instruction exactement le 18 mars 1992. C'est le seul transport de justice qui a eu lieu dans cette affaire-là. Et les deux avocats d'alors, Maître Baudou et Maître Girard, ont voulu démontrer qu'il était possible, par un tiers, d'avoir forcé en quelque sorte Mme Marchal à écrire, et ensuite d'avoir mis en place tout le système de blocage. Et ensuite, ce fameux système de blocage. Voilà. Bon. Ils ont été particulièrement gauche. Ils ont démontré tout le contraire, que la mise en scène était impossible, absolument impossible. Et vous avez vu, puisque vous m'avez dit que vous avez lu le livre, les autres éléments objectifs qui font que cette mise en scène est impossible. Et là où il y a la manipulation de l'opinion publique, c'est que lorsque ces avocats sont sortis de la chamade ce 18 mars 1992, oui, il y avait des caméras, etc. Et là, je me souviens très bien de Maître Baudou, puisque je l'exprime dans mon livre, qui a dit « Nous venons d'apporter la preuve de l'innocence d'Omar Haddad en prouvant que la thèse de la mise en scène était possible. » Ça, c'est des mensonges éhontés. Je préfère être gendarme. Monsieur Gallo. On a aussi beaucoup discuté, Georges Sancy a écrit sur cette fameuse faute d'orthographe, Omar m'a tué, faute, d'après certains, que n'aurait pas pu faire Guylaine Marchal, qui était une femme instruite, cultivée. C'est ce qui se dit. Madame Marchal n'a pas fait d'études secondaires. Madame Marchal était une cruciverbiste. J'en connais beaucoup des cruciverbistes. Je suis aussi cruciverbiste. Et le jour où nous avons fait des investigations dans la maison, cette dame faisait des mots croisés sur le Figaro Magazine, je crois. Et je m'étais emparé de ces mots croisés, qu'on a saisis bien sûr, et je m'étais aperçu qu'elle avait fait des fautes primaires sur des définitions de mots croisés. Elle n'arrivait pas à les terminer alors qu'ils étaient d'une simplicité, je dirais, enfantine pour quelqu'un qui fait des mots croisés régulièrement. Maintenant, cette faute d'orthographe, c'est, à mon avis, comme je le dis dans mon livre, un pétard mouillé dont on s'est longtemps gargarisé pour en faire un élément d'extrapolation. Cette dame faisait des fautes d'orthographe habituellement. Surtout sur les accords. Et surtout sur les accords. Elle écrivait toujours en ER, Binet, Jardin, Payé, ER, etc., etc. Tout s'explique. Mais, il faut le dire, tout ça a été dit à la cour d'assises, bien sûr. Puis il y a cette deuxième inscription qu'on ne peut comprendre qu'en ayant vu la première, cette deuxième tentative qu'elle n'a pas pu terminer. Il y a des éléments très importants. Les éléments à charge, on pourrait en parler des heures, M. Gallo. Ça dépasserait le cadre de l'émission. Le premier message qu'écrit Mme Marchal, et les lettres sont claires, sont nettes, appliquées sur un même plan. C'est réellement son écriture. Il n'est nul besoin d'être un graphologue ou un expert en écriture pour dire que c'est Mme Marchal qui a écrit. Ensuite, il y a cette deuxième inscription qui vient bien de temps après. Après qu'elle ait eu mis en place ce système de fermeture, après qu'elle ait éteint la cave, elle fait cette... Parce qu'on va expliquer, parce qu'elle veut se protéger d'un éventuel retour de son assassin. C'est ça. Elle s'enferme dans cette cave. Vous savez, il y a toujours espoir de survie chez quelqu'un. Je me souviens d'un accident sur Céreste, des malheureux jeunes qui sortaient d'un bistrot, je me souviens à Céreste, avaient pris la route très certainement à une vitesse excessive, avaient tapé contre un arbre et la voiture avait brûlé. Malheureusement, on a retiré 3 ou 4 cadavres, je ne me souviens plus. Mais il y a toujours ce geste de survie de la personne qui essaye de casser la vitre arrière avec son poing, et la mort l'a surpris comme ça. Il y a toujours cet instinct de survie. Et là, c'était pareil. L'erreur qu'a fait Haddad, la première erreur qu'a fait Haddad, c'est après avoir asséné les coups de chevron par devant, c'est de ne pas tuer définitivement sa victime. C'est ce qu'il aurait dû faire normalement. Bon, il n'avait pas d'arme blanche sur lui. Pour moi, l'arme blanche est le taille-haie. Je le démontre assez clairement dans mon livre, comme je l'ai démontré à la barre de la cour d'assises. Il est remonté chercher ce taille-haie et il en a apporté une quinzaine de coups sur diverses parties du corps, dont un double égorgement à Mme Marchal. Là, il la laisse pour morte. L'erreur, deuxième erreur, il n'aurait pas dû.
Il aurait dû la finir. Excusez-moi d'être comme ça, mais il aurait dû la tuer. Donc il ne l'a pas fait. Et cette dame-là, là, il s'en va, il ferme la porte à clé, il dépose la clé, le taille-haie qu'il nettoie, il s'en va. Bon. Et là, Madame Marshall n'est pas morte. Elle a, d'après les expertises qui ont été faites ultérieurement, elle a 15 à 30 minutes de survie. Et pendant ces 15 à 30 minutes, c'est là qu'elle met en place son système de fermeture, où elle perd beaucoup de sang. C'est là où on l'aperçoit à travers les traces qu'elle laisse, notamment au sol sur la cave. C'est là où elle va laisser son deuxième message. Et son deuxième message, c'est aussi son écriture. C'est le O, c'est le M, c'est toujours l'apostrophe qui apparaît. Et la dernière expertise qui a été faite par la commission de révision l'année dernière a prouvé qu'il y avait des lettres évanouies, c'est-à-dire des lettres qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, que l'on n'avait pas les moyens de voir à l'époque. On a trouvé le E et le R, ce qui prouve qu'elle a fait exactement le même message, le même deuxième message que le premier message. Et ça, c'est un élément très très fort. Il n'y a que elle qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre. Georges Sancy, dans un crime, l'important, c'est le mobile. Qu'est-ce qui a poussé Omar Haddad, ce 23 juin 1991, à assassiner Ghislaine Marshall? Alors Omar Haddad, pour moi, n'était pas un délinquant. C'était un homme comme tout le monde. Seulement, il avait une passion. Et nous avons trouvé cette passion. Ce n'est pas les prostituées qui ont fait que Omar Haddad avait besoin d'argent. Omar Haddad a fréquenté, nous avons retrouvé une seule prostituée avec qui il a eu des rapports. C'est pas le problème pour cette affaire-là. L'intérêt de la prostituée démontre le personnage Haddad sous un autre aspect. Mais Omar Haddad était un joueur, un très gros joueur, vu ses revenus. Bien sûr, il y a des joueurs qui jouent des millions de francs par jour parce qu'ils ont d'autres revenus, mais pour ses revenus de jardinier, c'était un gros joueur. Et Omar Haddad jouait au casino de Cannes très régulièrement. Alors, quand on sait qu'un joueur, à l'époque, perdait en moyenne, je parle en francs parce que nous étions en 91, perd en moyenne 91 francs de l'heure. Et Omar Haddad a été reconnu, notamment au casino Croisette à Cannes, par, je dirais, tout le personnel. Ça allait de la femme de service, de la caissière, de ceux qui, je ne me rappelle plus leur nom, mais enfin le directeur de salle, etc. Tout le monde a reconnu Haddad. Lui-même a fini par admettre qu'il était un joueur. Lorsqu'on a fait l'enquête financière, on s'est aperçu effectivement des sorties très importantes d'argent, et je crois qu'en 2 ans, il a dû dépenser dans les 80 et quelques mille francs, dont une grande partie a été consacrée au jeu. Donc Omar Haddad était aux abois, il n'avait plus d'argent, sa femme venait d'accoucher de son deuxième enfant. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle il demandait de plus en plus souvent à ses 2 employeurs, qui étaient Madame Marshall et une voisine, Madame Pascal, des avances sur salaire. Et les 2 femmes avaient convenu qu'il ne fallait plus lui avancer parce qu'elles se disaient il y a quelque chose qui ne va pas, il nous demande de plus en plus d'argent, on ne sait pas pourquoi, il a déjà entamé son mois de juillet, etc. Il ne faut plus, dans son intérêt, il ne faut plus lui avancer de l'argent. Et ce samedi, le samedi qui a précédé le meurtre, Omar Haddad, d'une manière tout à fait exceptionnelle et rarissime, puisque c'était la première fois qu'il le faisait, a dit à Madame Pascal, demain je viens travailler. Alors que c'est une présence, à mon avis, doublement inhabituelle, parce qu'il n'a jamais travaillé un dimanche. Il a travaillé le jour de l'Aïd, et le jour de l'Aïd chez les musulmans est consacré à la famille, alors qu'il travaille, c'est qu'il a besoin d'argent. Il savait qu'il allait demander de l'argent à Madame Marshall. Vous comprenez? Et Madame Marshall, bien évidemment, et tout ça je le raconte dans mon livre, lui a refusé cette avance. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose où il a pris la décision effectivement de la tuer. Brusquement. C'est un meurtre spontané. Un petit peu à l'image de ces pics de colère qu'a parfois Omar Haddad. Peut-être. Donc il tue Ghislaine Marshall. Il tue. Enfin, il repart, d'après vous, sans que celle-ci soit complètement morte. Alors il repart. Alors tout ça, effectivement, il repose cette clé à son emplacement habituel sous le taille-haie dans un local, ce qu'on appelle le local à bois, en haut de l'escalier. Bon,
il y a d'autres éléments importants que je ne peux pas décrire là parce que ça prendrait trop de temps. Effectivement, il sait où Mme Marshall dépose son argent. Cette dame-là, bon, si elle n'était pas immensément riche, était quand même une personne très aisée, avait toujours des billets de 500 francs en vrac dans le sac. Bon, elle n'avait jamais ses billets dans un porte-monnaie, dans un portefeuille ou par une attache, maintenu par une attache. Elle avait toujours son argent, des billets de 500 francs en vrac dans le sac. Bon, l'enquête a démontré qu'elle avait retiré 5 000 francs, je crois, quelques jours auparavant. Bon, on a fait, de par les investigations, on a démontré qu'elle avait pu dépenser une très petite partie et qui devait manquer 4 000 francs. Donc il est allé dans ce sac, il n'a eu plus qu'à se servir, le sac était toujours ouvert, d'après les témoignages que nous avons. Donc il a pris cet argent, il a pris sur lui, il est parti. Le 24 janvier 1994 débute le procès d'Omar Haddad, Georges Sancy, mais pour vous, l'opinion publique est déjà convaincue de sa non-culpabilité. Oui, oui, oui. Mais 11 ans après, elle est toujours, M. Gallo. Je fais des dédicaces de livres, je fais des salons du livre, je parle avec beaucoup de gens. Et je leur dis, voilà, j'ai écrit un livre sur l'affaire Omar Haddad, lisez, etc. Donc j'essaye de vendre mon bouquin. Et les gens me disent, mais il est innocent, n'est-ce pas? Mais je dis, non, madame, non, monsieur, il est coupable. Et je vous amène la preuve de sa culpabilité. Vous savez ce que font beaucoup de gens? Ils reposent le livre, me traitent de raciste, et ils s'en vont. Nous en sommes là, monsieur Gallo. Il y a eu des dégâts énormes dans l'opinion publique avec cette affaire-là. Énormes. Ce qui est grave, lorsque la presse et les avocats s'emparent d'une affaire comme ça, manipulent l'opinion publique, c'est pas que l'opinion, parce que finalement on s'en moque, ce qui est grave, c'est que vous, demain, vous serez juré. Vous auriez pu être juré dans cette affaire-là, hein, si vous aviez habité dans les Alpes-Maritimes. Et lorsque vous vous asseyez à côté des magistrats, et quand pendant 3 ans, vous avez un matraquage sur l'enquête bâclée, sur l'enquête à charge, sur tout ce que vous voulez, en faisant passer ce type-là comme un martyr, parce que c'est comme ça, c'est plus le mythe de l'erreur judiciaire, c'est le martyr, Omar, martyr. Vous êtes inévitablement convaincu de son innocence. Tous les jurés, à mon avis, étaient convaincus de l'innocence d'Omar Haddad. Et pourtant, il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. C'est que les éléments sont suffisamment forts pour le faire condamner. Quelqu'un aussi qui semble convaincu ou à moitié convaincu de la non-culpabilité d'Omar Haddad, c'est le président de la République lui-même. Il y a une grâce présidentielle partielle. Oui, il ne faut pas trop mélanger la politique avec le droit. D'après vous, la décision aussi pressée par l'opinion publique? Il y a ça. S'il avait conviction, on ne peut pas parler de conviction. Vous savez, ça fait... si vous suivez l'actualité, la veille ou l'avant-veille, il y avait eu le roi du Maroc qui est venu. Parce que le roi du Maroc était bien sûr là derrière. Vous savez, on a un pouvoir, lorsqu'on fait de la police judiciaire, c'est de placer des écoutes. Mais tout ne se dit pas. Mais on savait qui était derrière. Je ne dis pas par là que c'est le roi du Maroc. Je préfère ne rien dire. Si Chirac a gracié partiellement Omar Haddad, partiellement, je ne dis pas qu'il n'a pas gracié totalement. Ça fait l'objet, effectivement, de tractations politiques entre le roi du Maroc et l'État français. Vous n'en direz pas plus? Non, c'est politique, ça ne me regarde pas. Puis, pour moi, je n'y attache aucune importance. Un dernier point avant d'en arriver à la conclusion de cette émission. La défense aujourd'hui brandit le fait qu'il y aurait 200 mêlés dans l'inscription. Oui, oh, ben ça m'amuse. C'est très amusant. Alors, il faut savoir que l'ADN, M. Gallo, c'est pas seulement du sang. Alors, pour amuser les médias, on vous parle de sang. Alors que l'ADN, c'est tout autre chose. C'est du sang. Je vous laisse une empreinte là, vous allez retrouver à travers ma sueur ou mon empreinte de l'ADN. Les cheveux, ma peau, du sperme, les os, etc. Toute partie du corps humain, il y a un ADN. Dans les expertises qui ont été réalisées par la commission de révision, le rapport que j'ai en ma possession, qui fait peut-être 160 pages, on n'a jamais parlé de sang. On a parlé d'ADN tout court. C'est Vergès qui dit du sang. Et la presse qui s'engouffre derrière Vergès pour dire il y a du sang. Non, il n'y a pas de sang. Il y a de l'ADN. Mais ce sont des ADN de contamination. En matière de police technique, lorsqu'on fait des relevés d'ADN, il faut une asepsie parfaite. Parfaite. Il ne faut pas que ce soit pollué
par le temps, par des gens, etc., etc. On a fait des recherches d'ADN 10 ans après sur le chevron qui a été manipulé par tout le monde, par les journalistes, par les gendarmes, par les avocats, par les jurés qui se le sont passés lors du jugement, par les laboratoires après. Une fois que ces objets ne sont plus protégés pour les besoins de l'expertise, après, on ne maîtrise plus rien. Ils sont déposés au greffe et puis ça attend le jugement, etc., etc. Donc on a fait une nouvelle expertise d'ADN sur des objets pollués. Donc, comme je l'explique dans mon livre, et je crois que la Cour de cassation, quand même, m'a donné entièrement raison. C'est pour moi une grande fierté. C'est une grande fierté que ce livre ait été évoqué devant la Cour de cassation, où Vergès a attaqué, d'ailleurs, je vous en dirai 2 mois après. Donc, nous sommes là, nous avons, non pas du sang, mais de l'ADN. Terme générique. Le chevron, on aurait pu retrouver n'importe quel ADN dessus. Le mien, celui du président, celui des jurés, celui des avocats, etc., etc. On n'a rien retrouvé. Ils n'ont pu codifier aucun ADN. Pourquoi? Parce que tous ces ADN se croisent, s'entrecroisent. On ne peut rien retrouver. Ce qui ne veut pas dire que le jour où nous avons envoyé ces objets, parce que nous avons fait faire des recherches d'ADN en 91, contrairement à ce que dit Vergès, nous les avons fait faire. Mais il ne faut pas oublier une chose, qu'en 91, la science était telle qu'elle ne pouvait pas travailler sur de l'infiniment petit. En biologie moléculaire, maintenant, la science a fait des progrès énormes. Elle travaille sur de l'infiniment petit. Ce qu'elle peut trouver aujourd'hui, elle ne peut pas. Elle ne pouvait pas le trouver en 91. En 91, on a trouvé de l'ADN qui n'a pu être codifié. Vous êtes avocat, M. Gallo. Je retrouve l'ADN d'Omaradad sur la porte ou sur le chevron. Ça prouve quoi? Non, rien. Omaradad avait accès à la cave. Omaradad avait accès à ce tas de bois. Omaradad avait accès à la porte de la chaufferie. Ça ne prouve rien du tout. L'ADN sans une enquête, comme le dit d'ailleurs Laurent Davnas dans ses observations qui sont dans ma nouvelle édition, rien ne vaut une enquête comme l'enquête a été faite. Oui, on signalera auprès des téléspectatrices et téléspectateurs Tel Luberon qu'en effet, une nouvelle édition, celle-ci d'ailleurs, hein, je crois que l'ancienne est encore en vente. Non, elle est épuisée. Celle-ci a plusieurs avantages. Elle est abondée de la préface du président Jean. Le président Jean est un haut magistrat aujourd'hui honoraire qui a été président de la cour d'assises de Digne pendant de nombreuses années, de Grasse, de Nice, qui a dirigé en tout pas moins de 400 dossiers criminels. Donc il a eu la gentillesse et l'amitié, parce que c'est devenu un ami, de me préfacer ce livre, où il lit un petit peu ce qu'il pense. Et j'ai rajouté et commenté, j'ai les observations de M. Laurent Davnas, qui est l'avocat général devant la Cour de cassation, et j'ai toute la décision de rejet de la Cour de cassation. Ce qui me fait plaisir, voyez-vous, c'est que dans ces décisions de ces 32 plus hauts magistrats français, ils ont repris intégralement la thèse que j'ai toujours défendue et que j'ai toujours écrite en avril 1992. Georges Sancy, à travers ce livre, d'ailleurs c'est indiqué en dessous, vérité et manipulation d'opinion, c'est bien le procès que vous faites des relations de plus en plus compliquées entre la machine de la justice et les médias. Il y a presque au bout, en conclusion, ou au travers des écrits que vous avez là, une sorte de « ça suffit ». On ne peut plus continuer comme ça. On pressent. Oui, mais on continuera toujours comme ça. Tant que le fric sera partout, on continuera comme ça. La vérité n'intéresse personne. Monsieur Gallo, je vais vous donner un petit exemple qui est significatif. Mois de juillet ou mois d'août, je ne me souviens plus, j'ai reçu la visite de TF1, France 2, France 3. Les grands chroniqueurs judiciaires, dont je ne cite pas le nom, qui m'ont filmé sous toutes les coutures, le livre, moi, Avignon, chez moi, là où j'habite, avec 1000 promesses que ça allait passer un jour. J'attends toujours. Radad sort un livre, il est invité partout. On se moque de qui? On se moque de qui? La vérité n'intéresse plus personne, vous venez de le dire, hein, Georges Sancy. La vérité intéresse le juge, intéresse la justice, intéresse le gendarme. Vous savez, si demain vous avez un malheur dans votre famille, ou ça peut toujours arriver malheureusement, vous verrez que vous vous raccrocherez à des gens comme nous. Vous vous raccrocherez aux gendarmes, aux policiers, aux juges.
vous n'irez pas chercher ailleurs. Parce que c'est là où vous allez retrouver du réconfort. Une extrême solitude, hein, on ressent dans cette profession. Oui, ça fait beaucoup de dégâts. Pas que pour moi. Aujourd'hui, le livre, comment est-il perçu par vos collègues? Et puis, vous en avez un petit peu parlé, comment l'a reçu Maître Vergès? Ah, oui. Robert Vergès m'a honoré parce que ce livre l'a excédé, scandalisé. Alors, qu'un petit gendarme comme moi excède Maître Vergès, c'est le bonheur, c'est le nirvana. Pourquoi il vous irrite autant? Parce que c'est justement la représentation... Vergès ne mérite pas, Vergès... Mais pour vous, c'est la représentation justement de ce mélange média-justice. Du négatif. Vergès, c'est un amuseur public finalement, comme je les appelle. Vergès donc a fait des observations devant la cour de révision, que j'ai chez moi bien sûr, puisque j'ai pas mal de documents, vous imaginez. A fait des observations pour m'attaquer de fait que j'avais publié ce livre-là, en disant... l'officier de police judiciaire Sancy a porté atteinte à la présomption d'innocence. Mais de qui se moque-t-il? Qu'un homme comme ça parle ainsi, pour moi, ça finit par m'amuser quand même. Parce que la présomption d'innocence, M. Gallo, ne s'applique pas à un condamné définitif. En droit, la présomption d'innocence s'applique à un prévenu, à un accusé, à une personne soupçonnée, etc. etc. C'est normal. Mais lorsqu'on est condamné définitif, la présomption d'innocence ne s'applique plus. Et Haddad est condamné définitif depuis le mois de mars 1995, date du rejet de son pourvoi en cassation. Donc, qu'on ne vienne pas me reprocher, à moi, d'avoir écrit un livre portant atteinte à la présomption d'innocence, alors que lui, dans son livre de 1994, c'est-à-dire avant la décision de la Cour de cassation, il avait fait paraître dans un livre très opportuniste, parce que lui, il vend des bouquins, dans un livre très opportuniste, une lettre d'un expert qui avait été requis par le juge d'instruction, c'était un expert ophtalmologue, qui disait son écœurement dans cette affaire-là, etc., etc. Alors que là, lui, il était sorti de son devoir de réserve. Vous comprenez? Alors, la cour de révision, dans son arrêt, vous le lirez dans le livre, a rejeté tous ces arguments, parce que lui voulait aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça est amusant, ça amuse la galerie, ça fait vendre, ça fait parler. Georges Sancy, on vous remercie, même si de l'autre côté du petit écran, on peut avoir le sentiment qu'on a tout dit. Je vous invite à porter le regard sur ce livre, Omar l'a tué, vérité et manipulation d'opinion, aux éditions L'Harmattan, écrit par le capitaine Georges Sancy. On vous remercie de nous avoir accordé du temps. Puis vous allez faire le tour un petit peu de la famille Céreste, là. Tout à fait, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Georges Sancy, merci. Merci à vous.